Bienvenue dans le Manal Show. Vous écoutez l'épisode 78 avec Malin Ridal. J'ai commencé à me documenter en disant que c'est incroyable ces croyances collectives autour de ces ingrédients fantasmés du bonheur. Donc, je traite la beauté, l'argent, le pouvoir, la célébrité et le sexe. Et c'est beaucoup les mêmes ingrédients fantasmés qui sont repris sur les médias sociaux, notamment sur Instagram ou Facebook, sur ce que j'appelle la vie rêvée des autres. Et donc, plus on expose et plus on imagine avoir de ces ingrédients, plus on peut imaginer ou fantasmer qu'on serait heureux. Et donc, à partir de ce fantasme-là, j'avais envie de dire, mais est-ce que c'est vrai ? Est-ce que réellement, si on se donne autant de mal pour avoir ça, est-ce que quand on a obtenu ça, qu'est-ce que ça donne ? Je m'appelle Manal et cela fait 3 ans maintenant que je vous emmène avec moi chaque semaine à la rencontre d'une nouvelle personnalité pour découvrir les secrets de sa réussite. Entrepreneur à succès, sportif de haut niveau, speaker international ou encore auteur de best-sellers, les profils de mes invités sont variés et c'est ce qui fait la richesse de ces entretiens. Ils acceptent tous de partager leurs meilleurs enseignements pour développer nos connaissances, adopter le bon état d'esprit et atteindre notre plein potentiel. Ma mission à travers ce podcast est de vous inspirer à devenir un peu plus chaque jour la meilleure version de vous-même. Dans cet épisode, je vous emmène à la rencontre de Malin Ridal, auteure, speaker et executive coach, experte dans les domaines du bien-être, du bonheur et du leadership. Vous avez peut-être déjà entendu son nom grâce au succès de son premier livre, devenu best-seller, Heureux comme un Danois, qui a été traduit dans plus de 12 langues. Malin Ridal est une personnalité très demandée dans les médias. Elle reçoit de nombreuses invitations et m'a confié qu'elle sélectionne avec soin les interviews qui lui sont proposées. C'est donc un honneur de la recevoir dans cet épisode. J'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser cet entretien et vous allez voir qu'elle apporte énormément de valeur ajoutée à travers ses réponses. Vous allez découvrir son parcours, à commencer par l'éducation très particulière qu'elle a reçue au Danemark. Elle nous raconte également son ascension professionnelle et comment elle a pivoté pour passer de directrice de communication à auteure de renommée internationale. Elle partage sa vision sur la société actuelle et nous donne des pistes très concrètes pour améliorer notre vie et augmenter notre bien-être au quotidien, sans oublier qu'elle nous dévoile en exclusivité la sortie de son prochain livre dont le sujet va beaucoup vous plaire, j'en suis sûre. Comme d'habitude, je terminerai en partageant avec vous les 3 meilleurs conseils à retenir de mon entretien avec Malin Ridal. Et n'oubliez pas, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive, et seulement quelques-uns font que ça arrive. Cet épisode dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs et faites partie de ceux qui font que ça arrive. Passez à l'action. Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir lancer votre propre podcast et il faut dire que c'est la période idéale pour le faire puisque c'est un média qui monte en puissance, mais la différence se fera évidemment dans la qualité de ce que vous allez proposer, aussi bien sur le fond que sur la forme. C'est comme ça que vous allez vous différencier et devenir une référence dans votre domaine. Et comme vous avez été très nombreux à me poser des questions sur la manière dont je réalise le Manal Show, eh bien j'ai décidé de partager avec vous tout ce que vous devez savoir pour réaliser un podcast de qualité dans une masterclass très complète avec plus de 6 heures de formation audio et vidéo. Je vous dis absolument tout ce que j'aurais aimé connaître à mes débuts et qui m'aurait fait gagner beaucoup de temps, d'argent et d'énergie. Pour la réalisation de cette masterclass, je me suis associée à la personne qui m'accompagne depuis les débuts du Manal Show et avec qui je travaille main dans la main pour arriver à faire de ce podcast l'émission que vous connaissez et que vous êtes aujourd'hui très nombreux à apprécier. Vous allez tout découvrir, de A à Z, pour créer du contenu phénoménal qui attire les auditeurs et régler les questions techniques une bonne fois pour toutes. Pour en savoir plus et accéder à cette masterclass, rendez-vous sur le site lemanalshow.com/school ou cliquez directement sur le lien qui se trouve en bas dans la description. J'espère vraiment que cette masterclass vous aidera à réaliser un podcast de qualité dont vous serez fiers. Imaginez un endroit où il fait froid 9 mois dans l'année, où la nuit tombe à 15 heures et où vous devez vous rendre au travail à vélo sous la neige, comme 50% de la population.
Bienvenue dans le pays le plus heureux du monde, le Danemark. Contrairement aux apparences et malgré la météo, les recherches sur la dernière décennie sont unanimes pour dire que le Danemark est l'un des pays où l'on vit le plus heureux au monde. Mais quel est donc leur secret ? C'est pour répondre à cette question que cette Danoise, installée en France depuis 20 ans, a étudié les ressorts de ce bonheur qui fascine le reste du monde. Auteure du best-seller Heureux comme un Danois et les 5 pièges du bonheur, elle enseigne également le leadership inspiré par le modèle de management danois pour cultiver le bien-être et la performance en entreprise. En 2018, elle fait partie de la délégation officielle du président Emmanuel Macron au Danemark, qui lui décerne même la distinction de chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Auteure, conférencière et executive coach, elle intervient dans des organisations internationales, des institutions et des grandes écoles et s'implique également dans des projets d'innovation écologique et environnementale. Grâce à la qualité de son travail remarquable et à la force de son engagement, elle devient ainsi la meilleure ambassadrice du Danemark en France. Elle est avec moi aujourd'hui pour répondre à mes questions. Malin Ridal, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Et pour commencer, comme d'habitude, je commence toujours avec la même question. Malin, pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui ? C'est un sentiment de vouloir transmettre, je pense, tout simplement. À partir du moment où moi j'ai découvert ces raisons qui font qu'on vive bien ensemble et avec lesquelles j'ai grandi, moi, au Danemark, et qui était assez méconnu par le grand public. J'ai eu envie de les partager et d'une certaine manière aussi peut-être les simplifier de manière à que ça soit partagé par le plus grand nombre. Quand j'ai découvert ce sujet du bien-être collectif, c'est-à-dire comment on vit ensemble dans le pays, j'ai découvert aussi que toute la littérature a été écrite par des académiques pour des académiques. Et donc quand j'ai voulu écrire à Heureux comme un Danois, qui est un peu le point de départ de ma vie aujourd'hui. J'ai voulu partager ça et aujourd'hui, je porte ces valeurs-là, je les partage, je les enseigne même dans certaines écoles, notamment à Sciences Po à Paris ou à HEC, Executive Education. Donc, à la fois, ça a un sens parce que je pense qu'une société avec plus de bien-être collectif à travers de mes 3 axes qui sont donc confiance, empathie et avoir un sens dans un projet collectif, ça peut, à mon petit niveau, améliorer notre manière de vivre ensemble et donc le bien-être collectif et individuel aussi. Je sens qu'il y a vraiment l'envie de transmettre, la transmission. Ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Est-ce que c'est votre objectif de vie aujourd'hui ? Oui, je pense que, dit modestement, mais de faire une certaine différence par rapport à un monde qui devient de plus en plus individualiste, où on est de plus en plus tranché dans nos extrémités, dans le jugement. Donc on parle de ce fameux algorithme aussi dans le digital qui nous pousse vers nos croyances pour aller plus loin dans des positions plus extrémistes. Et donc je pense que l'apprentissage à l'école notamment, mais aussi aux adultes, de se connaître, de comprendre l'autre, donc de faire preuve d'empathie, de confiance aussi. Comment on construit une société de confiance ? On dit qu'on le veut, mais pas où commencer. Et puis ce sens qui souvent est porté par un projet collectif qui fait du bien dans le monde, une utilité. Pour moi, c'est très important. Et donc, oui, donc la transmission, c'est la manière de le faire. En fait, bizarrement ou curieusement, je ne suis pas... alors que là, je vais publier mon 3e livre, je ne suis pas une passionnée de l'écriture. C'est assez bizarre. C'est ce que j'ai lu justement dans votre livre et ça m'a fait beaucoup sourire. Et d'ailleurs, ce n'est pas quelque chose justement que vous mettiez en avant à l'école. Non. On vous disait, Malin, pour l'écriture, c'est pas top. Hein. Non, c'est pas génial. Qui aurait cru finalement ? Alors comment vous avez fait pour pouvoir aller au-delà, vous améliorer dans l'écriture ? Je pense que... Alors, j'ai été aidée évidemment par peut-être ma base, c'est-à-dire à l'école. Alors, même si je n'étais pas bon à l'écrit, et aussi mes parents de penser que tout est possible, qu'on peut faire des choses, etc. Et je pense que c'était plus important pour moi de transmettre ces idées que le fait de dire éventuellement que ça ne sera pas parfait. Et donc, j'ai enlevé les barrières du jugement de l'autre, parce que c'est ça, le barrière de ne pas être parfaite, etc. Et je lui dis, je vais faire comme je peux avec ce que j'ai. Et je suis allée et j'ai écrit
comme je parle. Oui, oui, oui. Alors que le français, c'est pas ma première langue. Hein. Et donc, du coup, j'écris comme je pouvais. Et d'ailleurs, vous dites même que la maison d'édition Grasset vous a dit, bon, Maline, c'est pas grave, écris comme ça vient, et puis on verra plus tard. Juste mets tes idées en fait sur le papier. Oui. Donc ça aussi, d'avoir un encouragement et un soutien, ça aide énormément. Oui, oui, bien sûr. Et puis, c'était assez intéressant parce que du coup, évidemment, j'ai été corrigée, j'ai été quand même accompagnée, aidée, etc. C'est normal. Mais oui, il y a un long processus dans l'écriture d'un livre. Hein. Et donc, quand j'avais envoyé mon manuscrit, sur le fond, il y a eu très peu de corrections, etc. Et après, il y a eu les fameux correcteurs qui corrigent les documents. Ils m'ont renvoyé ça, mais rouge, avec plein de phrases. Et c'était beaucoup plus beau. Et en fait, j'ai eu un moment très difficile avant de revenir vers ma maison d'édition où j'ai dit, mais dans ce cas-là, j'aurais dû prendre quelqu'un pour le faire pour moi parce que je me suis tellement donné du mal que est-ce qu'on peut pas garder ces phrases un peu danoises? Je peux comprendre. Il faut comprendre évidemment pour en français. Vous voulez quelque chose de plus authentique qui vous ressemble. Et ils m'ont dit oui, donc ça c'était. C'est génial. Oui, c'était super. Bon, en tout cas, ce que je vois, c'est que vous avez combattu le perfectionnisme et ça vous a bien réussi puisque aujourd'hui, vos livres sont best-sellers. Oui, en tout cas, c'est les livres, le premier en particulier, qui a été traduit en 12 langues et j'ai fait le tour du monde avec. Donc, c'est sûr que c'est une aventure inattendue, c'est un cadeau de la vie aussi. Mais c'est aussi parce que j'ai osé, sûrement, à un moment donné. Ouais. Moi, le processus d'écriture, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse énormément, surtout aujourd'hui, à cette période. Et j'aimerais savoir justement, est-ce que vous avez ressenti un peu de souffrance dans ce processus d'écriture? Est-ce que c'est quelque chose de douloureux pour vous? C'est pas une souffrance et c'est douloureux. Je trouve que c'est un peu fort, mais c'est vraiment une discipline. Il faut être extrêmement discipliné et il faut vraiment, c'est vraiment de la discipline pour moi. C'est de se mettre, le faire, et oser aussi, donc lâcher. Plein de considérations qu'on peut avoir en disant que beaucoup de perfectionnisme. Hein. Oui, c'est sûr. La discipline, c'est pas forcément quelque chose de facile à acquérir. Est-ce que ça vous vient naturellement? Vous avez par exemple des routines, vous écrivez tous les jours. Et si c'est le cas, combien d'heures par jour? Non, moi je le fais en m'isolant, dans le sens que le premier, je l'écris quasiment pendant les vacances et après au Danemark, je n'écris jamais à la maison, quasiment jamais à la maison. Donc vous changez d'environnement. Oui. Je pars, et je me mets et j'écris. Et je suis extrêmement structurée dans le sens que pour Heureux comme un Danois, j'avais 10 chapitres et je fais ça chapitre par chapitre. Donc en fait, c'est une manière d'organiser cette espèce de discipline en disant que si je me dis je vais écrire un livre, je ne vais pas savoir comment faire. Oui. Si je me dis j'écris sur la confiance, j'écris sur l'empathie, j'écris sur la solidarité, là j'arrive chapitre par chapitre. Et mon deuxième livre, c'était exactement pareil. Vous avez une structure à la base. Oui. Et puis je me dis, ok, là on fait ça. Ça, c'est fait. En fait, pour moi, c'est discipline, s'organiser. Et puis, alors, le point central, évidemment, c'est d'être suffisamment passionné par le sujet qu'on ne peut pas ne pas l'écrire. Un livre commandé rationnellement, etc., je pense que je ne serais pas capable de le faire. Bon, en tout cas, c'est absolument passionnant, je trouve, de connaître votre processus d'écriture. J'ai même l'impression qu'on pourrait faire un épisode entier là-dessus, donc pourquoi pas? Pourquoi pas? J'aimerais beaucoup. Alors, juste pour revenir sur votre parcours, Maline, ça fait maintenant 20 ans, c'est ça, que vous êtes en France, mais vous êtes née à Aarhus, au Danemark. Oui. Je l'ai bien prononcé? Aarhus, oui. Aarhus, très bien. Qui est, je crois, la deuxième plus grande ville du pays, quand même. Ouais. Quels souvenirs vous gardez de votre enfance là-bas? J'ai une enfance assez harmonieuse, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de liberté, de la nature, des jeux, de l'encouragement, etc. Et après, mes parents ont divorcé quand j'avais 12 ans, donc c'est là où il y a une petite rupture par rapport à ça. Et c'était plus complexe avec mes parents divorcés, avec certains conflits, etc. Mais toute la première partie de mon enfance a été assez idyllique, en fait. Vraiment, je me rends compte à quel point j'ai une force intérieure par rapport à ça. Et c'est vrai que ce qui m'a beaucoup frappée, moi, c'est que vous dites clairement que vous n'étiez pas forcément l'élève qui avait les meilleures notes à l'école. Vous aviez même quelques difficultés dans certaines matières. Pour autant, ça n'impactait pas forcément votre état d'esprit et votre épanouissement personnel.
Non, parce que être le meilleur, c'est pas du tout le but de notre système scolaire au Danemark. En gros, le but principal de l'école au Danemark, c'est de développer la personnalité de l'enfant. Donc en fait, on est beaucoup encouragé à être ce qu'on est. Il suffit d'être bon dans une matière et après, on va être valorisé pour ça. Si on est bon, on a des cours de cuisine, on a des cours de menuiserie, on a des cours de couture, C'est on a génial. des cours de sport, etc. Musique plus classique, mais alors moi, j'étais bon en maths, j'étais très bon en langue. Et puis, je courais plus vite que tous les garçons. Dans les 60 mètres, je le gagnais à chaque fois. Mais après, il y avait des matières où je n'étais pas très bonne. Mais c'était pas le but de l'école d'être le meilleur. On n'a pas d'élitisme au Danemark. Oui, et ça, c'est vraiment intéressant, je trouve. Pas d'élitisme. En fait, j'ai l'impression qu'au Danemark, en tout cas à l'école, on nous pousse à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Oui, c'est un peu ça, oui. Donc, avec ces fameux, nous, on appelle ça l'heure de la classe, mais bon, on parle de ces fameux cours d'empathie à l'école où c'est vraiment l'apprentissage de identifier ses émotions, les exprimer aux autres sans avoir honte de soi. Et aussi pouvoir accueillir celle des autres et créer de la compréhension. Donc, on appelle ça de l'empathie, la compréhension de la situation, le sentiment ou les émotions de l'autre. Et ça, on nous apprend à partir de l'âge de 6 ans. Et je trouve ça absolument passionnant. On va y revenir un peu plus en détail, évidemment, au fil de l'entretien. Alors, Malines, est-ce que c'est vrai qu'à l'âge de 8 ans, vous rêviez de devenir ambassadrice ? Madame l'ambassadrice. Oui, on ne sait pas exactement d'où ça vient, mais j'ai dit à mes parents que je voulais être ambassadrice. Et ce qui est assez mignon dans la manière que mes parents ils m'ont élevée, c'est que même à 8 ans, ils m'ont pris au sérieux, c'est-à-dire qu'on a vraiment eu la conversation, ce que ça voulait dire d'être ambassadeur et qu'on voyageait dans plein de pays et que moi qui m'imaginais ambassadrice à Londres ou à Paris, ils m'ont dit mais ça c'est à la fin de carrière, c'est dans 50 ans peut-être. Mais comment on pense à être ambassadrice à l'âge de 8 ans ? Je pense Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui vous a inspiré, peut-être un modèle ? Oui, j'ai dû peut-être à travers de nos voyages ou mon père était avocat, des clients de mon père, ou je sais pas exactement où j'ai eu, parce qu'à 8 ans, c'est inconscient, mais c'est curieux, c'est très curieux qu'à cet âge-là, j'avais déjà cette envie. Oui, et ce qui est drôle justement, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes certainement la Danoise la plus célèbre de France. Ah, ça, je sais pas. Bien au-dessus, en tout cas, de monsieur l'ambassadeur Mikael Starbeck Christensen, c'est bien ça ? Oui. Parce que vous étiez justement invité par le président Emmanuel Macron lors de son dernier déplacement officiel au Danemark. Donc j'ai envie de dire que d'une certaine manière, vous avez réalisé votre rêve d'enfant. Oui, c'était un moment avec un certain symbolique pour moi parce qu'il y avait ce rêve d'enfance de 8 ans. Et à la publication de Recommand danois, on m'a demandé de devenir ce qu'on appelle Goodwill Ambassador de Copenhague. Donc en fait, une ambassadrice de bonne volonté de la ville de Copenhague. Et j'ai réalisé que, en fait, en faisant autre chose, en suivant mon chemin, en étant fidèle à moi-même, finalement, j'ai réalisé ce rêve, pas en étant diplomate, c'est-à-dire ambassadeur d'un pays en tant que diplomate, mais en fait par un autre chemin, mais qui me donnait ce même sentiment de représenter mon pays, de dire du bien de mon pays, de faire connaître ou rayonner mon pays, qui quand même le rôle un peu, si on extrapole un peu d'un ambassadeur. Mais je trouve que c'est un beau rôle, en tout cas une belle mission. C'est vrai, vous n'avez pas eu le parcours classique en fait d'un ambassadeur, mais à travers tout votre travail, tout ce que vous faites aujourd'hui, vous représentez le Danemark en réalité. En tout cas, de certains points de vue et pour une certaine dans les médias, cible, oui, à travers vos livres, oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Et alors, peut-être avec tous les avantages de ce rôle et où j'ai pas certains inconvénients. C'est ce que j'allais vous poser comme question. Est-ce qu'il y a une certaine pression quand même sur vos épaules ? Non, et je pense que, et ça j'en parle dans mon deuxième livre, tous ces sentiments d'imposture ou pas être aligné avec ce qu'on dit et ce qu'on est réellement. Et je pense que je n'ai pas ce problème-là parce qu'en fait, c'est basé sur quelque chose qui est vrai chez moi. Donc, je n'ai pas à jouer ou à cacher ou je n'ai pas peur que vous allez me découvrir ou dévoiler parce que c'est des choses que je pense vraiment. Après, il y a eu au début de Recommand danois des moments où
ou par cet effet de mode du bonheur, en me positionner en Madame Bonheur ou Mademoiselle Bonheur. Donc, dès que j'arrive quelque part, ou un dîner, ou même c'était « Ah, il y a Madame Bonheur qui arrive ». Alors ça, après, c'est mignon, mais Ça vous agace un peu, ça? Non, pas agace, mais je pense que je suis quelqu'un assez, au fond, il y a un côté danois un peu pragmatique, un peu terre à terre, qui fait que j'ai envie de leur dire « Mais non, pas tout le temps ». Enfin, vous pouvez pas me dire ça. Et après, je ramène ça à une base de bien-être. On a des moments de bonheur, des moments heureux, et après, on va avoir des moments difficiles, douloureux. Et au moment où je lance mon deuxième livre, donc sur le bonheur à nouveau, et je dois faire un lancement de presse, mon père est décédé. Et donc, à partir du moment où c'est le plus grand deuil, l'épreuve la plus difficile que j'ai vécue, et du coup, à ce moment-là, je lance un livre, c'est joyeux, c'est génial, c'est super. Et de l'autre côté, je suis en deuil parce que je viens de perdre mon père. On est quoi ? On est les deux à la fois. Oui. Et donc, c'est pour ça que ça me gêne, ce côté la danoise heureuse, etc. Je pense que je suis quelqu'un je navigue bien dans la vie, je la prends bien la vie, je la vis bien la vie. Mais est-ce qu'on me donne que des bonnes cartes et est-ce qu'à chaque fois je rigole dès qu'il m'arrive quelque chose ? Je suis très bonne à repositionner les événements, adapter mon attitude face à quelque chose qui m'arrive. Mais c'est pas... Le bonheur, c'est un sujet très vaste. Et puis moi, je crois plus à parler d'un alignement d'âme et entre actes et paroles, et enfin, tous ces mécanismes-là, d'être aligné, d'être fidèle à soi-même, que parler, cette base sur laquelle on revient à chaque fois qu'on a vécu des moments, que parler de Madame Bonheur, etc. Les gens, j'ai l'impression, ont besoin, vous savez, de vous mettre dans une case. Mais du coup, est-ce que ça vous a pas donné justement envie d'écrire sur un autre sujet, une autre thématique complètement différente de celle du bonheur ? Bah si, c'est ce que je fais maintenant. D'accord, pour le troisième, c'est ça ? Oui. Ok. À la fois, ça revient quand même un peu sur ce thématique de bien-être. Mon prochain livre va parler du phénomène de la non-réponse à l'ère digitale. En fait, j'ai observé une source de frustration et quelque part de mal-être dans l'ère dans laquelle on vit, parce qu'on est envahi, noyé de messages, de emails, de SMS, de WhatsApp, de Snapchat, de messages sur les médias sociaux. Et en fait, on est arrivé dans une situation où on n'arrive tout simplement plus à répondre à tous ces messages. Or, selon une étude que j'ai réalisée avec plus de 3000 personnes à travers du monde, une non-réponse, une personne qui fait face à une non-réponse, ressent un sentiment de désamour, de rejet et de humiliation à jusqu'à 70%. C'est extrêmement fort. Oui, c'est extrêmement fort. Ça, c'est la thématique de votre prochain livre. C'est ce phénomène de la non-réponse. Pourquoi les gens ne répondent pas et quelles sont les solutions pour améliorer nos communications ? Parce que en fait, il y a caché là-dedans aussi un jugement de celui qui ne répond pas, qui est jugé à 80%. Arrogant, prétentieux, mal élevé et mal organisé. Et en plus, il y a cette notion de temps où les gens ils disent que pour les messages, quand on appelle les messages instantanés, c'est au bout de 3 heures qu'ils estiment que c'est une non-réponse. Donc, il faut répondre avant 3 heures. Et pour les emails, c'est dans la journée. Et donc, ces exigences de temps et les conséquences de jugement et de ressenti chez soi-même de désamour, de ne pas être assez bien ou pas respecté, sont évidemment des conséquences désastreuses sur le moral et la santé, j'ai envie de dire. Et puis sur les relations avec l'autre. Oui, oui, d'accord. Est-ce que vous avez le titre de ce prochain livre ? On peut le donner en direct ? Oui. En exclusivité ? Alors, il s'appelle « Je te réponds, : moi non plus ». Ah, très sympa comme titre. Donc, c'est le livre qui va sortir au mois de février. Le 26 février. D'accord. Ouais, c'est très intéressant. C'est un sujet, moi, qui me passionne parce que, justement, j'essaie de mettre en place des choses dans ma vie pour essayer de mieux gérer mon temps, de reprendre la main sur mon temps. Par exemple, je réponds à mes mails uniquement 2 fois par jour. Voilà. Je les consulte et je réponds uniquement 2 fois par jour. Je suis quelqu'un qui n'aime pas vraiment beaucoup parler au téléphone. Donc, en réalité, je réponds pas tellement à mes appels téléphoniques. Et puis, je suis pas très texto, tout ça. Donc, je sais que je peux donner ce sentiment aux gens de ne pas forcément
être assez attentive, vous voyez. Je suis pas très réactive dans les messages parce que tout simplement, j'ai choisi de gérer ça autrement. Donc oui, vraiment, je suis très, très impatiente de le lire. C'est ce qu'on appelle, ce que vous venez de décrire, c'est votre système de réponse. C'est ça, je m'impose ça moi-même, en fait. Et c'est très important de le connaître et essayer de connaître ceux qui nous entourent pour ne pas imaginer des histoires, justement, de rejet, etc. Parce que très, 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 très peu de nos réponses sont personnelles. En fait, il y a infiniment 5 à 10% où les gens disent « je n'aime pas la personne » ou « je trouve pas la personne importante ». Ah oui, vous voulez dire qu'il ne faut pas le prendre pour nous personnellement, en réalité. Ouais. D'accord, ok. Ouais. Bon, après, moi, c'est vrai que je peux me le permettre parce que je travaille en tant qu'indépendante. Mais quand on est aujourd'hui en entreprise, j'imagine que ce n'est pas forcément possible et ce n'est pas forcément facile d'avoir ce genre de système. Ça peut se faire. En fait, il y a des vraies solutions que je propose dans le livre pour s'organiser, pour avoir une relation aux quantités d'emails qu'on reçoit ou de messages. C'est pas que les emails, c'est ça le problème aussi. Oui. Et donc, la gestion des emails et aussi les différentes réponses, la peur de dire non, c'est un vrai problème. Et aussi, qu'est-ce qu'on fait face à une non-réponse ? Quant à la relance, comment on relance. Donc, il y a toutes ces différentes situations, parce qu'il y a à la fois la situation où on n'a pas de réponse, où on se sent frustré, et il y a la gestion de nos propres réponses. Oui, en fait, c'est les deux côtés. Oui, les deux bien côtés. Sûr. Il y a l'émetteur et puis il y a le récepteur. Ouais. Voilà. Je comprends totalement. En tout cas, j'ai vraiment hâte de lire ce livre. Alors, dans votre second livre, cette fois, second livre qui est Les 5 pièges du bonheur, vous faites le constat que notre société individualiste et consumériste nous pousse à idéaliser notre existence plutôt que de la vivre, tout simplement. Est-ce que vous pensez justement que l'on vit une vie par procuration ? Je sais pas, enfin, le deuxième livre, je l'ai écrit parce que suite à Heureux comme un Danois et donc toutes ces histoires de Madame Bonheur, etc., il y avait un journaliste un jour qui m'avait dit c'est très intéressant ce modèle danois, mais bon, au fond, les Danois, ils sont quand même plus heureux parce qu'ils sont plus beaux. Oui, j'ai entendu ça lors d'une conférence que vous avez donnée. J'ai trouvé ça vraiment bizarre. J'avais trouvé ça assez étonnant. Et du coup, j'ai commencé à me documenter en disant que c'est incroyable, ces croyances collectives autour de ces ingrédients fantasmés du bonheur. Donc là, c'est plutôt, je traite 5 sujets. Je traite la beauté, l'argent, le pouvoir, la célébrité et le sexe. Et c'est beaucoup les mêmes ingrédients fantasmés qui sont repris sur les médias sociaux, notamment sur Instagram ou Facebook, sur ce que j'appelle la vie rêvée des autres. Et donc, plus on expose et plus on imagine avoir de ces ingrédients, plus on peut imaginer ou fantasmer qu'on serait heureux. Et donc, à partir de ce fantasme-là, est-ce que j'avais envie de dire, mais est-ce que c'est vrai ? Est-ce que réellement, si on se donne autant de mal pour avoir ça, est-ce que quand on a obtenu ça, qu'est-ce que ça donne ? Quelle est la vraie relation entre beauté et bonheur ? Quel est le vrai résultat ? Et d'ailleurs, vous mettez énormément d'anecdotes et de témoignages de personnes, par exemple, qui ont un succès phénoménal financier ou dans plein d'autres domaines, justement, que vous expliquez dans le livre. Et on voit bien que finalement, non. Oui, finalement, non. Alors, une des raisons principales de ce non, en fait, c'est pas qu'en soit les ingrédients, parce qu'il y a une raison pour laquelle on y croit tous. C'est que c'est plaisant, il y a du plaisir. Mais ce qui se passe très rapidement, c'est un phénomène qui s'appelle l'adaptation hédonique. Et c'est que quand est-ce que c'est assez ? En fait, quand on va obtenir quelque chose, si on parle de l'argent, et on va avoir un bonus ou on va avoir une nouvelle voiture, enfin, tout ce qui est matériel. On va avoir une petite satisfaction, nommons ça bonheur, un sentiment de bonheur d'avoir obtenu ça, mais on va s'habituer, mais en quelques jours, quelques semaines, allez, quelques mois si c'est une maison, et après, on va se comparer un peu aux autres, et on va en vouloir plus et on va repartir dans le désir d'en avoir plus. C'est jamais assez. Et c'est jamais assez. Et pour la beauté, c'est pareil. C'est qui le juge quand on est mince et quand on maigrit ? Et quoi après ? Après, c'est les cheveux. Après, c'est les ongles. Après, c'est les pieds. Et donc, quand est-ce qu'on est assez bien pour être digne d'être aimé ? Et c'est ça, la célébrité. C'est la reconnaissance de l'extérieur, la célébrité. C'est des gens qui nous aiment pour une image projetée. Mais quand est-ce que c'est assez ? Si on a fait la couverture du L,
On voudra peut-être faire celle du Vogue. On voudrait faire celle du Vogue, mais il y a une forte probabilité que c'est éphémère, cette célébrité. Donc, tout à fait. Quant à ce sentiment de bonheur, parce qu'il va retomber. Et quand on n'est pas en couverture, est-ce qu'on est assez bien? Est-ce qu'on est aimé? Donc, du coup, quelle est la preuve? Quel est le juge? Et donc, on est vite pris dans cette infernale spirale d'insatisfaction. Mais alors, pour beaucoup de personnes, c'est vrai que quand même, ils voient ça comme un objectif à atteindre, que ce soit avoir plus d'argent, être célèbre, etc. Mais finalement, on a besoin d'objectifs pour avancer, non? Oui, mais je dis juste gare à l'intention ou l'objectif. Vous faites un podcast, ok? Donc, vous voulez qu'il y ait le plus grand nombre qui vous écoute. Oui. Donc, on peut dire elle veut de l'exposition, elle veut qu'on la regarde, on veut qu'on l'écoute, etc. Mais il y a une raison derrière, il y a une vraie raison d'être, il y a un sens, parce que vous ne dites pas n'importe quoi. Vous faites ou vous sélectionnez des choses où vous avez envie de transmettre, changer le monde à votre manière, inspirer le monde à votre manière. Et donc, le fait qu'il y a une audience sera une conséquence du sens au départ, et pas le but de dire je veux qu'on me voie en podcast ou on m'écoute en podcast. C'est parce qu'il y a un sujet à l'intérieur. Quelqu'un qui dit je veux être célèbre, et quels que soient les moyens, qui se met dans toutes les positions possibles, etc., et qu'il y a un vide à l'intérieur, ça rend malheureux. C'est une coquille vide. En fait, il faut que le point de départ soit vraiment la mission de vie, les aspirations. Aspiration, une passion, une envie de changer les choses. Vous êtes bon en musique, vous avez envie de partir avec le plus grand nombre, cette passion qui est la vôtre, qui est de jouer au piano, etc. Là, ça peut marcher. Et les inconvénients de cette exposition qui sont réels deviennent supportables parce qu'au cœur de ça, il y a une raison ou une passion ou une vraie raison d'être. Oui, je comprends totalement. Et vous dites aussi qu'il ne faut pas s'enfermer dans des objectifs irréalisables. Pourtant, lorsqu'on écoute les conférences de personnes successful et qu'on lit notamment des grands livres de développement personnel, etc., ils prônent tous le « everything is possible ». Vous savez, if you can dream it, you can do it. Il faut viser la lune, il faut croire en ses rêves, etc. Est-ce que vous pensez que ça, c'est du bullshit? Est-ce qu'on nous vend du rêve à travers toutes ces phrases et ces expressions qu'on entend souvent? Non. Il y a viser la lune et si vous... je crois que si vous le loupez, vous allez atterrir... Attendre dans les étoiles. Atterrir dans les étoiles. Non, j'y crois à ça, mais je pense que c'est une phrase que vous prenez plutôt de recommande danois parce que les Danois ont des rêves réalistes. Et en fait, c'est une forme de lucidité. Et aussi, si on prend mon rêve à moi de devenir ambassadrice, je l'ai réalisé, mais en 3e degré. Et je dis très souvent aux jeunes, allez vers vos rêves, allez vers ce qui vous aspire, mais ouvrez votre cœur et votre horizon et votre compréhension de ce rêve-là. Parce que moi, ambassadrice, c'était quoi le sens? C'était de représenter mon pays, et c'était pas forcément d'être diplomate. En fait, je pense que ce que je veux dire par là, c'est de célébrer aussi les petites victoires. Oui. On peut être très déçu si moi je me dis aujourd'hui, mais au fond je suis un échec parce qu'en fait je voulais être ambassadrice, mais en fait je suis pas du tout fait une carrière diplomatique. Oui, il faut comprendre vraiment l'essence même de notre motivation. Qu'est-ce qui nous donne envie de devenir ça? Parce que peut-être qu'on peut le réaliser autrement, en faisant autre chose. Moi j'ai un symbole pour moi qui est le symbole de rêver un jour de parler aux Nations Unies. À la fois ça me fait peur, etc., mais c'est aussi un rêve et je sais ce que ça symbolise. Et le jour où j'ai parlé à l'OCDE devant tous les experts de l'OCDE, j'avais une boule au ventre, j'ai tremblé, j'avais peur, etc., parce qu'il y avait tous ces gens. Mais c'était symboliquement très fort pour moi et j'avais l'impression de toucher à mon rêve, alors que c'était pas aux Nations Unies, mais c'était dans une institution. Enfin, je pense qu'il faut s'ouvrir et pas commencer avec un point de départ qui est quel est le rêve et qu'est-ce que ça incarne. Prendre le temps vraiment de savourer ces petites victoires. C'est la gratitude. Ouais, la gratitude. Et ce que vous dites aussi, c'est très intéressant, c'est de se dire, OK, à un moment donné, j'arrête, stop, je me pose et vraiment, j'essaye de savourer tout ça sans vouloir aller toujours plus haut, toujours plus loin. Mais moi, la gratitude, c'est quelque chose que je pratique énormément, mais énormément. Et de quelle manière? À la fois concrètement, c'est-à-dire que quand je suis face à des situations où je me sens un peu, je sais
j'ai une mère qui a une mauvaise santé, par exemple, je pratique la gratitude profonde que d'avoir eu une mère comme ça, une mère formidable. Et donc, je peux aussi focaliser sur le fait que ma mère, elle n'a pas une bonne santé, mais je focalise sur la chance que j'ai eue d'avoir eu une mère comme ça. Et en fait, ça change tout le sentiment à l'intérieur. Ouais, totalement. Ça n'enlève pas le fait qu'elle est malade, mais ça enlève le sentiment que j'ai à l'intérieur face à la vie. Parce que quand on se met en... j'ai pas de chance, ma mère, elle a une mauvaise santé, et j'ai des amis qui ont des mamans qui ont des bonnes santé, en fait, on s'en sort pas. Oui, c'est vrai. Donc, je focalise énormément sur ce que j'ai. Bon, évidemment, je glisse. Je vais pas avoir des moments où je me dis pourquoi j'ai pas eu ça ou pourquoi j'ai... Mais c'est de plus en plus rare, en fait. Oui, vraiment être reconnaissant et pratiquer la gratitude au quotidien, ça apporte une vraie sérénité de l'esprit. En tout cas, vous avez une vraie réflexion, je trouve, sur ces sujets-là. Et je pense que vous avez encore beaucoup de livres à écrire pour nous transmettre tout ça. Alors, c'est vrai qu'on cite souvent les pays du Nord dans beaucoup de domaines, que ce soit l'écologie, le mode de vie et leur avant-gardisme, sur plein de sujets différents. On a l'impression que vous êtes dans le futur, clairement. Alors pourquoi vous avez 15 ans d'avance sur tout le monde ? Comment vous expliquez ça ? Alors, ce qu'on voit, le lien entre les pays qui arrivent en tête, alors c'est assez intéressant, mais c'est tous quasiment des pays protestants. Donc, une influence culturelle, parce que c'est moins religieuse à proprement parler de la manière dont c'est vécu aujourd'hui dans les pays nordiques, mais il y a quelque chose dans le protestantisme, c'est la communauté qui prône vraiment. C'est une responsabilité individuelle au profit du communauté. Et en fait, nous, on n'a pas de Vatican, on n'a pas d'intermédiaire entre nous et Dieu. Donc en fait, il y a ce sentiment d'être responsable pleinement individuellement, et il y a un certain sens du devoir, mais c'est toujours la communauté qui prône. Dans les années... En XVIIIe siècle, il y a un pasteur qui s'appelait Grundtvig qui a créé au Danemark les premières écoles. La traduction, ce sera une école de la vie, ça s'appelle Højskole. Et en fait, c'est une école qui apprend aux gens d'être des bons citoyens, d'être dans la collectivité. Donc, déjà, c'était précurseur par rapport à... Oui, complètement, parce qu'en réalité, c'est vrai, être un bon citoyen, tout dépend de ce qu'on entend par être bon citoyen. Mais en tout cas, pouvoir s'épanouir en tant que tel dans la société, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est pas quelque chose d'inné. Oui, voilà. Mais vous parlez de religion, ça m'intéresse de savoir justement, dans ces pays, est-ce que la religion est présente ? Est-ce que les gens sont croyants ? Est-ce qu'ils croient en Dieu ? Est-ce qu'ils sont pratiquants ? Non, c'est pas particulièrement présent d'ailleurs. Je pense qu'il y a un déclin, mais c'est alors pour le coup au Danemark, c'est pas un État, enfin c'est un royaume d'ailleurs, mais on nous apprend l'État et la religion n'est pas séparés. Mais c'est présent sans que ça soit omniprésent. Parce que je vous pose cette question... Mais les valeurs, oui, voilà, parce que je pense que le côté spirituel est très important. De mon point de vue, en tout cas, les gens sont en quête de spiritualité aujourd'hui. Et c'est pour ça que je me posais la question, le côté spirituel dans tout ça. Je ne dirais pas que par rapport à d'autres pays, que le Danemark, c'est un pays particulièrement spirituel. Honnêtement, je trouve qu'ils sont... Alors, il y a ce phénomène, donc il y a des livres qui ont été écrits, moi je le mentionne dans le mien, le phénomène du hygge. Oui, bien sûr. Et le hygge, c'est de se connecter avec soi et avec les autres, passer des moments. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est une certaine forme de spiritualité ? Mais c'est en tout cas passer des moments en douceur, des moments bienveillants. Donc, c'est l'équivalent, ce qu'on appelle le cocooning en France, mais sauf que nous, on les pratique tous les jours, peut-être plusieurs moments par jour. Et donc, cette connexion à l'autre, cette connexion à l'humain. À l'autre et à soi-même, en fait. Oui, à soi-même aussi, oui. Donc ça, c'est omniprésent dans le quotidien. Parce que quand on n'est pas présent avec soi, on l'est souvent pas avec l'autre non plus. Oui, c'est vrai. C'est totalement. Ça, oui. et c'est surtout cette connexion humaine. Je ne sais pas si vous connaissez cette étude de Harvard University sur 75 années où ils ont voulu comprendre sur une vie, c'est la plus longue étude du bonheur, quels sont les éléments qui influencent le bonheur. Et en fait, l'élément principal qui influence notre bien-être et bonheur sur une vie, c'est la qualité de nos relations. C'est vraiment dans cette relation à soi et à l'autre. Et qui se trouve, s'il y a un secret, en tout cas, ça sera celui-là. Oui, c'est vrai. La qualité des relations qu'on entretient avec les autres. Alors moi, j'ai une question à vous poser, Malines, parce que c'est vrai que ça fait 20 ans aujourd'hui que ça fait plus de 20 ans même que vous êtes en France.
J'aimerais savoir quelle observation en fait vous faites de ce qui se passe actuellement, notamment avec le phénomène des gilets jaunes et cette montée de la contestation qui est dite populaire. Moi, ce que je constate, c'est que quelque part, les gilets jaunes, pour moi, c'est aussi des gens qui n'ont pas été valorisés quelque part déjà à l'école et dans leur parcours. Et je pense que le manque de valorisation de tous les métiers et tous les talents à l'école peut faire naître cette colère qui est celle des gilets jaunes. Parce qu'il y a une forme d'injustice ou de choses à réguler et à améliorer dans la société française, sûrement. Mais en fait, ce qui est étonnant pour quelqu'un comme moi, c'est la puissance, c'est la colère, que ça, la violence, etc. C'est pas juste qu'ils ne sont pas contents. Et que ce qu'ils ont trouvé, les gilets jaunes, c'était un projet collectif et c'était le sentiment d'appartenir à quelque chose qui avait un sens. À une communauté. À une communauté. On porte même symboliquement une veste jaune, un gilet jaune. Et ça, en fait, tout d'un coup, se sentir comme faisant partie de quelque chose qui est plus grand que nous, presque par moment, hélas, quel que soit le sujet. Donc ça peut être au profit de quelque chose de vraiment bien, spirituel, de vouloir faire... Et ça peut être aussi au profit de quelque chose qui peut nuire, mais ne serait-ce que le sentiment, pour une fois, de se sentir comme faisant partie de quelque chose, ça peut porter les gens, ça donne des ailes. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond en réalité. Et plus puissant. Que soi-même juste seul. Et donc ce sens, je pense qu'il y a eu ce sens dans le projet des Gilets jaunes, de collectivité, de projet collectif. On a nommé quelque chose et puis nous on est ensemble et les gens ils se levaient tôt, ils faisaient du café, des gâteaux, etc. autour des ronds-points. Et ça, je pense que c'était une forme de puissance dedans. Et je pense que cette colère de ne pas avoir été valorisée, et ce qui donne aussi une colère par moments qui dommage envers de ceux qui ont beaucoup, parce que c'est aussi bien d'avoir des gens qui ont bien réussi pour créer de l'emploi, pour créer des choses. Et il y a une tension en France entre... Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est super intéressant d'avoir votre point de vue, vraiment de dire que c'est une colère qui vient du fait qu'on n'a pas été valorisé, comme quoi l'éducation et l'école et l'enfance, c'est hyper important dans la construction à l'âge adulte. Et finalement, cette frustration... en réalité, elle vient de loin et pas seulement d'un problème de pouvoir d'achat comme les pseudo-experts essayent de nous le faire croire et de nous l'expliquer à la télé. Ça va beaucoup plus loin en réalité. Alors, est-ce que vous pensez que les gens attendent trop de choses en fait de la part du gouvernement en espérant que peut-être un jour ils trouvent une solution à tous leurs problèmes ? Oui, c'est vrai que moi, j'ai été élevée dans un système où on a une responsabilité individuelle qui est... on nous éduque comme ça dès tout petit. Notamment, symboliquement, 7 Danois sur 10 aiment payer les impôts au Danemark. Il y a un sens de responsabilité individuelle. En fait, quand vous regardez les entreprises ou des communautés où la confiance prône, où ça se cultive, c'est souvent des sociétés qui se autogénèrent, qui s'auto-régulent, parce que en fait, les gens dans la communauté vont s'assurer que ça se régule et que ça se respecte. Et c'est ni l'État, ni la police ou les autorités qui vont réguler ça. C'est finalement les gens entre eux. En fait, au Danemark, si vous, admettons, vous marchez dans la rue et vous jetez un papier de chewing-gum, vous allez sûrement avoir un autre co-citoyen qui va venir vous voir en disant que excuse-moi, mais tu as fait tomber quelque chose par terre. Est-ce que tu peux le ramasser ? Il n'y a pas besoin de force ou de pouvoir extérieur, en fait. Ils le font par eux-mêmes. Oui. Et vous ne pouvez pas non plus, à un dîner au Danemark, vous ne pouvez pas vous vanter de dire j'ai trouvé une astuce pour pas payer d'impôts. Non, mais ça, c'est mal vu. Ouais, c'est clair. On peut dire... Je pense même que c'est un des sujets favoris pendant les dîners. Je suis malin. Ou dire, par exemple, non, mais là, je vais négocier mon départ. Négocier votre départ, mais je ne comprends pas. Au début, je ne comprenais pas ce concept. Je me dis, mais comment négocier un départ ? Parce que si vous voulez partir, vous partez. Non, je vais leur dire que si ils ne me laissent pas négocier mon départ, je vais leur faire la vie en enfer, etc. Et donc, ils vont me donner de l'argent. Et du coup, dire, mais tu vas faire quoi après ? Là, je vais prendre une année sabbatique. Je dis, mais comment ça ? Je dis, mais vous n'allez pas chercher un emploi ? Mais non, là, je vais prendre le temps. Mais je dis, mais ça ne se fait pas. Mais si, je cotisais. Je dis, mais c'est pas une épargne, c'est une assurance.
Et donc, du coup, j'ai eu du mal au début à comprendre Ouais. toute cette culture autour de l'emploi en France qui était pour moi très étrange. Ouais, j'imagine. Très étrange. Très différente de ce que vous avez Ah connu ouais. au Danemark, c'est clair. Alors, ça fait 20 ans que vous habitez ici. Quelles sont les choses que vous avez identifiées et qui pourraient inspirer d'autres pays? En France, Oui. bah, pour moi, les Français sont les champions du monde du plaisir. Si les Danois sont les champions du monde du bonheur ou du bien-être, les Français, vous savez vivre. Je trouve qu'il y a beaucoup de créativité en France. Je trouve qu'il y a beaucoup de passion, les débats passionnés. Oui. Donc, c'est un pays latin et puis c'est un pays extrêmement riche culturellement parlant. Et puis, alors, quand j'ai où je me permets d'avoir un certain regard critique sur l'élitisme, etc., je dis aussi de l'autre côté, ce qui n'est pas contradictoire par rapport à ça, mais ça crée aussi des talents, des ingénieurs incroyables, une puissance intellectuelle incroyable, l'apprentissage dans ces écoles-là, ou même ça crée beaucoup, beaucoup de talents. Mais c'est vrai que la douceur de vivre, en quelque sorte une sorte de dolce vita un peu à la française, oui. c'est quelque chose qui revient souvent, notamment de la part des Américains. Moi, je sais que j'ai beaucoup de connaissances et d'amis américains qui me disent ça. Oui, c'est vrai que nous, on a 5 minutes en fait pour manger notre sandwich au bureau. C'est pas top, alors que nous, en France, on prend vraiment le temps voilà, de s'asseoir à une table, de manger. Oui. Et on voit souvent, même les Parisiens, le soir, après le travail, prendre un verre dans les bistrots. Voilà. Et ça, c'est vraiment l'apéro. Oui. Ça, c'est l'image typique, Oui. en fait, du français. Oui, mais nous, on aime ça. Alors, on parle souvent de l'importance d'avoir une expertise dans ce podcast, vraiment une expertise dans un domaine précis. Comment vous, Malines, vous avez identifié votre expertise actuelle ? Mon expertise, c'est vraiment... Alors, c'est plus dans l'entreprise, parce que moi, j'ai eu un parcours aussi 18 ans dans le monde de l'entreprise. Donc, j'ai quand même en tant que directrice communication, oui. pour des grandes marques prestigieuses d'ailleurs, comme LVMH, Le Grand Hyatt. J'étais dans une agence où mon client, effectivement, c'était le bon marché, mais j'ai travaillé surtout dans l'hôtellerie. 9 ans, j'ai dirigé la communication d'un grand groupe hôtelier, donc le groupe Hyatt, en Europe, Moyen-Orient et l'Afrique. Et j'ai accompagné aussi toute la transformation culturelle du groupe Hyatt, basée notamment aussi sur des valeurs qui se ressemblent beaucoup, ou qui s'alignent beaucoup avec le modèle danois, donc la confiance, l'empathie aussi, ce fameux purpose, donc le sens de ce qu'on fait, comment et quel effet sur la performance dans une entreprise, et aussi dans une société ou dans une communauté, dans un groupe, quel est le lien et l'effet cause de ces valeurs-là et par rapport à l'entreprise. En fait, vous avez identifié vraiment ce qu'on doit améliorer en tant qu'individu pour ensuite pouvoir être encore plus épanoui en communauté, voilà. Dans la société, dans l'entreprise, etc. Oui. Et après, je me permets d'avoir cet axe dans l'entreprise sur la performance, parce que sinon, j'arrive pas à être entendue. Parce que, en fait, quand on va dans un grand groupe et on dit oui, comme ça, les gens ils seront épanouis, ils le seront, parce qu'en fait, c'est ça l'idée, c'est que comment l'épanouissement, en fait, des collaborateurs amènent de la performance. Oui, mais c'est vrai que les dirigeants, les CEO et tout, ils ont besoin de chiffres. Donc, quand on parle de performance, ça fait plus écho. Là, on vous écoute tout de suite. En fait, on revient sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que, en fait, la performance devient une conséquence du projet qui est le bien-être. C'est pas l'objectif à atteindre. Non, simplement, c'est le résultat de tout ce que vous allez mettre en place. Oui, je comprends. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez trouvé votre ikigai ? Oui. Oui, j'estime vivre dedans. Donc, ikigai, qui pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un mot japonais qui veut dire à la fois raison d'être et joie de vivre. Et quand on vit dans son ikigai, on est à la fois avec un sens profond de dire je sais pourquoi je me lève le matin, et à la fois on aime ce qu'on fait. Et ça, j'ai cette chance-là, oui. Alors, évidemment, il y a des nuages, il y a des choses que j'aime pas faire, il y a des journées où je suis fatiguée, il y a des journées où je dois monter sur scène, où je dois faire un enseignement, où j'ai l'impression que je ne peux pas, pour des raisons X ou Y, etc. Il y a pas mal de déplacements, pas mal de voyages, mais globalement, j'ai cette grande chance d'être dans un métier que je trouve passionnant, inspirant et gratifiant. Donc, c'est une grande chance.
Merci beaucoup, Malin Ridal, d'avoir répondu à toutes mes questions. J'aurais pu encore rester des heures à discuter avec vous, mais on doit conclure là-dessus. Ce n'est pas totalement fini, puisqu'à la fin de chaque interview, je pose une série de questions rafales. Il faut répondre le plus spontanément possible, sans trop réfléchir. Le but, c'est de mieux vous connaître. Ça dure 1 minute 30. Est-ce que vous êtes prête ? Absolument. C'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin ? Je prends un café et je mange un chocolat. Quel est le dernier livre que vous avez lu ? Dare to Lead, Brené Brown. Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser ? Regarder le téléphone. Quel animal vous représente le mieux ? On me dit que c'est la panthère des neiges. Quelle est votre plus grande peur ? La violence. Quel est votre film ou documentaire préféré ? Alors j'ai 2 films préférés. J'ai La Vita Bella et aussi Nos plus belles années. Quel livre offririez-vous en premier ? Le chemin le moins fréquenté, de Scott Peck. Qu'est-ce qui pourrait vous mettre dans une colère noire ? Le mensonge. Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie ? Les énergies. Si vous disposiez de 100 € et pas un euro de plus, dans quoi les investiriez-vous ? Un massage. Qu'est-ce qui vous manque le plus du Danemark ? Ma famille. Pour vous, quelle personne incarne le mieux le mot réussite ? Margrethe Vestager. De quel luxe vous ne pourriez absolument pas vous passer ? C'est dans les voyages, les déplacements. Aujourd'hui, on sait que l'avion est très critiquable par rapport à l'environnement, mais j'aurais du mal, ouais. Si vous pouviez inviter la personne que vous voulez à votre table, disons pour un déjeuner, n'importe qui, sans limite, qui choisiriez-vous ? J'aurais bien voulu dîner avec Paul Watzlawick. Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité ? J'allais dire ma lucidité, mais ça semble bizarre, mais je pense que l'amour, la bienveillance que je donne, je pense. Et selon vous, quel est votre plus grand défaut ? Peut-être une forme d'exigence, peut-être. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir ? Je pense que c'est de la gratitude. Merci beaucoup Malin d'avoir répondu à toutes mes questions. C'était pas un exercice facile, les questions rafales. Non, j'ai bien senti que vous aviez besoin de plus de réflexion pour donner la bonne réponse. Très rafale d'ailleurs. Est-ce que je peux simplement vous demander qui est Paul Watzlawick, c'est ça ? Oui, c'est un auteur qui a écrit un livre qui s'appelle notamment « Faites-vous votre propre malheur » que j'aime beaucoup. Il a une approche, c'est un des fondateurs de l'école Paolo Alto. Ah, très bien. Je vais regarder ça avec beaucoup d'attention. Ouais. Merci, c'est une bonne recommandation. Merci en tout cas d'avoir répondu à toutes mes questions. Si on veut en savoir davantage sur vous et sur tout ce que vous faites, où peut-on vous retrouver ? Alors, il y a mon site web qui est malinridal.com. J'ai fait un TEDx, il y a certaines vidéos sur Internet, etc. Et puis, il y a mes 2 livres et mes 3 livres bientôt. De toute façon, ça, vous avez rassemblé toutes les informations sur votre site, qui est très bien fait au passage. Oui. Et moi, je partage évidemment toutes les références sur notre site, lemanalshow.com. Merci encore, Malin Ridal. Je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de cet épisode, mais avant de vous quitter, j'aimerais partager avec vous les 3 meilleurs conseils à retenir de mon entretien avec Malin Ridal. Conseil numéro 1, créez vos propres opportunités. Malin Ridal a toujours rêvé de devenir ambassadrice, depuis son plus jeune âge, et aujourd'hui, on peut dire qu'elle a en quelque sorte atteint son objectif. Grâce à ses livres, ses conférences et l'expertise qu'elle a développée autour de la culture et du mode de vie danois, elle est devenue une figure emblématique du Danemark. Elle est même invitée à participer au voyage officiel du président de la République. Alors certes, elle n'a pas emprunté le chemin classique pour devenir ambassadrice, mais elle a suivi son instinct et a misé sur ses talents en communication pour développer des projets qui lui correspondent. Son parcours nous montre bien qu'il existe différentes manières d'atteindre ses objectifs. Plusieurs chemins sont possibles et je pense que c'est une excellente manière de voir les choses. À votre tour, réfléchissez d'abord à ce que vous souhaitez apporter à travers votre travail, aux missions dans lesquelles vous souhaitez vous engager. Et c'est ainsi que vous réussirez à créer vos propres opportunités. Conseil numéro 2, votre mode de vie définit en grande partie votre épanouissement personnel. C'est quelque chose que j'ai moi-même expérimenté et c'est un sujet que je pourrais développer durant des heures tellement j'ai des choses à dire là-dessus. Mais pour aller à l'essentiel,
La leçon à retenir ici, c'est de prendre conscience de votre responsabilité sur votre santé mentale et physique. Donc, vous êtes le ou la seule responsable de votre bien-être. Soyez attentif à vos besoins et faites de meilleurs choix, que ce soit en termes d'alimentation, de rythme de travail ou de relations sociales. Votre mode de vie détermine en grande partie l'énergie et l'humeur dans laquelle vous vous trouvez durant toute la journée. Adopter un mode de vie plus sain nous rapproche jour après jour de notre volonté commune qui est celle de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Et enfin, conseil numéro 3, constituez-vous une bonne base. Alors pour ce dernier conseil, j'aimerais partager avec vous un extrait du livre Heureux comme un Danois, dans lequel Malin Ridal fait le constat de toutes ces années à étudier le bonheur. Je la cite. Le bonheur n'est jamais constant. Il existe un fantasme collectif autour du bonheur qui nous rend frustrés. L'idée selon laquelle le bonheur serait un état permanent. C'est une illusion. La vie est en mouvement perpétuel, elle est imprévisible, faite de surprises, bonnes ou mauvaises. Certaines situations donnent du plaisir et d'autres de la peine. Ce qui est important, c'est qu'on revienne toujours à sa propre base de bien-être ou de mal-être d'ailleurs. Cette base intime, construite tout au long de notre histoire personnelle, est notre point de départ pour profiter ou résister aux événements de la vie. C'est elle, essentiellement, qui détermine notre niveau de bonheur sur le long terme. Mais qu'est-ce qui constitue une bonne base ? Avant tout, notre chemin personnel, nos choix et nos efforts pour nous connaître nous-mêmes. Personne ne peut le faire à notre place. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à votre plateforme d'écoute préférée et laissez-moi un petit message pour me dire ce que vous en avez pensé, parce que ça me fait toujours très plaisir d'avoir vos retours. Le Manal Show est présent sur toutes les plateformes d'écoute, donc vous n'aurez aucun problème à me trouver, alors je compte sur vous. Si vous souhaitez aller encore plus loin, je vous donne rendez-vous tout de suite sur lemanalshow.com pour rejoindre gratuitement le club privé et recevoir ainsi tous les contenus exclusifs que je réalise pour vous chaque semaine. Je vous envoie précisément 2 mails privés par semaine dans lesquels je partage des choses un peu plus personnelles et les étapes clés de mon parcours, dans le but évidemment de vous apporter toujours plus de valeur ajoutée. C'est aussi sur le manalshow.com que vous trouverez toutes les masterclass pour approfondir vos connaissances dans différents domaines, comme apprendre à mieux gérer votre temps pour devenir plus efficace, ou encore lancer votre propre podcast avec une qualité professionnelle. Vous êtes déjà nombreux à rejoindre ces masterclass et à me dire à quel point vous appréciez le côté ultra concret des enseignements que je partage avec vous. Eh bien, c'est exactement mon objectif, puisque j'ai choisi de partager avec vous toutes les connaissances que j'ai acquises en dehors du système scolaire et que j'aurais aimé connaître à mes débuts. Donc si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur lemanalshow.com/school. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!